Au cours du plus long règne de l'histoire de France, 72 ans, Louis XIV établit un pouvoir royal absolu, soumet la noblesse et affirme le caractère sacré du souverain. Louis XIV devient roi en 1643, à l'âge de 5 ans, après la mort de son père. Comme il est encore mineur, il ne peut régner qu'à partir de l'âge de 13 ans. Le pouvoir doit être exercé par un régent ou une régente. Pendant l'enfance du roi, cette régence va être assurée par sa mère, Anne d'Autriche, et par son ministre, le cardinal Mazarin. Mais à l'âge de 16 ans, le roi Louis XIV va prendre la décision d'exercer seul le pouvoir. Déjà avant Louis XIV, son grand-père, Henri IV, puis son père, Louis XIII, avaient œuvré pour rétablir l'autorité royale. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, la France est une monarchie absolue de droit divin. Les rois reçoivent, pense-t-on, leur pouvoir de Dieu, ce qui leur confère un caractère sacré. Ils ont presque tous les pouvoirs sur des sujets qui leur doivent obéissance. Louis XIV renforce encore cette monarchie absolue en prenant personnellement le contrôle du gouvernement. À la mort de Mazarin, sa première décision est de supprimer la place de Premier ministre. Même si le roi décide seul, il est entouré de conseillers dont il écoute attentivement les avis pour gouverner. Et dans les provinces, Louis XIV se fait représenter par des intendants. Il va réunir les nobles les plus importants à la cour, c'est-à-dire près de lui, dans le but de les surveiller et d'avoir un contrôle sur eux. Ici, on reconnaît le roi facilement. Il est le seul à être coiffé de son chapeau et il est représenté de manière à dépasser en taille les autres personnages. Les nobles autour de lui ont ôté leur chapeau en signe de respect. Certains sont même agenouillés devant lui. La noblesse est entièrement soumise à Louis XIV, qui dispense faveurs et pensions. La devise latine « Nec pluribus impar » peut être traduite par « à nul autre pareil ». Mais certains spécialistes considèrent que son sens précis demeure obscur. Louis XIV s'était choisi pour emblème un soleil dardant ses rayons sur le globe. Avec ces mots « Nec pluribus impar », on ne voit pas clairement ce que signifie cette devise. Louvois l'explique ainsi, seul contre tous. Mais Louis XIV, dans ses mémoires, lui donne un autre sens. Je suffirai à éclairer encore d'autres mondes. Le véritable sens est probablement celui-ci, au-dessus de tous, comme le soleil. Le sceptre, symbole du pouvoir politique dans la main droite du roi. Le collier ou cordon de l'ordre du Saint-Esprit, distinction la plus élevée de la cour de France, qui rappelle qu'il est le chef de la noblesse. La couronne, symbole de la royauté. Le costume de sacre, en fourrure bleue à fleurs de lys dorées. La main de justice de Charles V, symbole de l'autorité judiciaire, qui rappelle que toute justice est rendue par le roi ou en son nom. L'épée de Charlemagne, appelée Joyeuse, qui rappelle qu'il est chef des armées. De même que François Ier avant lui, Louis XIV protège et fait travailler beaucoup d'artistes, d'écrivains et de savants, comme par exemple Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, et Jean de La Fontaine, l'auteur des fables, ou encore le musicien Jean-Baptiste Lully, qui compose, entre autres, des musiques de ballet et des airs de cour. Le règne de Louis XIV sera marqué également par la construction du château de Versailles. Les artistes
qui œuvreront à la réalisation du château sont essentiellement les architectes Louis Levaux et Jules Hardouin-Mansart, le peintre Charles Lebrun et le jardinier paysagiste André Lenôtre. En 1659, la France est la première puissance européenne. Louis XIV souhaite affermir cette position. Il confie ainsi à l'architecte militaire Vauban la tâche de fortifier les frontières. Ce dernier réalise de nombreuses places fortes et renforce de nombreux ports. Il crée une véritable ceinture de fer constituée par toutes ces forteresses qui protègent le pays. De 1661 à 1715, la France connaît 29 années de guerre. Louis XIV veut dominer l'Europe et agrandir son royaume. Mais le règne de Louis XIV a aussi ses zones d'ombre. Les dépenses du roi et de la cour ruinent le pays. La guerre apporte son lot de misère aux populations des campagnes. Révoltes, famines et épidémies caractérisent la fin du règne de Louis XIV. En 1685, le roi révoque l'édit de Nantes dans le but d'unifier le pays. Il supprime ainsi la liberté religieuse. Beaucoup de protestants quittent alors le pays. La France occupe une place particulière dans l'Europe du XVIIe siècle. Son influence va être durable grâce à son rayonnement culturel et à son expansion militaire. Ce siècle sera d'ailleurs qualifié de grand siècle. Le prestige du règne de Louis XIV se traduit également par la construction dans plusieurs pays de palais imitant le château de Versailles.